De quoi l'univers est-il composé? Intégrer le fait que nous sommes essentiellement constitués d'eau est la clé pour découvrir les mystères de l'univers. Si vous réexaminez le monde à partir de ce nouveau point de vue, vous allez vous mettre à considérer les choses comme vous ne les aviez jamais vues auparavant. Les divers événements qui se déroulent au cours d'une vie se trouvent reflétés dans l'eau. Les individus et la société forment un gigantesque océan. En ajoutant notre goutte d'eau personnelle à cet océan, nous participons à l'élaboration de la société. Je désirais que le maximum de gens puissent voir le message que l'eau nous exprime. C'est pourquoi je décidai de publier les photographies des cristaux d'eau gelée. Cette action n'était qu'une simple goutte d'eau dans l'océan, mais elle créa une onde qui se transforma en une vague toujours en expansion à l'heure actuelle. Une vague qui eut un immense retentissement sur ma vie et sur celle de beaucoup d'autres. La première édition de mes photos sortit en 1999, 6 longues années après que je me suis lancée dans cette aventure hors du commun. Pendant ces 6 premières années, j'avais accumulé une montagne de photos qui attendaient là, empilées dans mon bureau. Afin de préparer les photos pour la publication, j'essayais de choisir dans quel ordre les disposer, et ce faisant, je m'apercevais qu'il y avait une histoire qui se déroulait sous mes yeux. Je commençais à réaliser qu'il existait une grande et fabuleuse histoire que chacun des cristaux tentait spécifiquement de me raconter. Dès que je me fus accrochée à l'idée de publier mes photos, j'en parlais à quelques éditeurs, mais aucun ne manifesta le moindre intérêt. Ce rejet ne me fit pas dévier de ma détermination de les publier, et c'est ainsi que je pris la décision de les publier moi-même. Mais je compris rapidement que si j'avais en effet les moyens d'imprimer les photos et de les relier en un album, le système restrictif de distribution au Japon ne me permettrait pas en revanche de voir mes livres vendus en librairie. Cela pouvait apparaître comme un obstacle énorme, toutefois, je décidai de ne pas me faire de soucis à ce sujet. Une fois les livres entièrement prêts, nous les avons emballés et expédiés à la petite centaine d'amis et de connaissances qui avaient souscrit d'avance. Ces premiers exemplaires, ayant atteint leur destination, il ne se passa guère de temps avant que ne se déclenche un phénomène étrange. Nous commençâmes à recevoir de nouvelles commandes de la part de ceux-là même qui avaient fait les premières souscriptions. Ils avaient parlé du livre à leurs amis et relations qui en avaient eux aussi parlé à d'autres. Certaines personnes achetèrent 5 ou parfois même jusqu'à 10 exemplaires pour les distribuer à leurs amis. Il s'avérait donc que la goutte d'eau tombée dans le bassin avait produit une onde qui se propageait à une vitesse accélérée. Mes espérances, elles aussi, prirent de l'ampleur, et je ne tardais pas à désirer que tout le monde autour du globe puisse prendre connaissance du contenu de cet album de photos. C'est ainsi que je commandai la traduction en anglais de tous les commentaires à un organisme de traduction. Par bonheur, des gens du monde entier ont ainsi pu voir le livre. Shizuko Uveand, une femme qui allait plus tard me servir d'interprète, envoya le livre à des amis en Europe et en Amérique, et il en résulta une série d'invitations de la part de personnes qui avaient vu les photos à visiter leur pays en donnant des conférences. Toutes ces années, j'ai eu le bonheur d'avoir l'occasion de visiter la Suisse, l'Allemagne, l'Australie, les Pays-Bas, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada et bien d'autres pays, et de présenter les cristaux aux habitants de la planète. Tout semblait se passer au bon moment. Les gens cherchent le moyen de donner du sens à ce monde chaotique dans lequel nous sommes plongés. Cet album de photos s'est trouvé être une goutte d'eau minuscule mais chargée de sens, qui a créé une onde qui s'est depuis propagée tout autour du globe. Je voudrais présenter ici une petite partie des photographies que j'ai prises. Certaines d'entre elles font partie de l'ouvrage Message de l'eau et d'autres de la seconde série de photos appelée Message de l'eau 2, tandis que d'autres enfin ont été spécialement réalisées pour ce nouvel ouvrage. Vous-même personnellement allez avoir la possibilité de voir clairement l'effet que des mots, des photos et de la musique peuvent produire sur l'eau. Ces photos ont été regardées par des Japonais ainsi que par d'autres personnes du monde entier, et beaucoup d'entre eux m'ont envoyé des lettres me faisant part de leurs opinions et de leurs réflexions. Si le galet que j'avais jeté dans le bassin avait en effet créé une onde à la vaste répercussion, celle-ci commençait à présent à me revenir.
J'étais stupéfait de voir tant de gens impressionnés par l'effet que l'énergie de la conscience humaine et des mots produisait sur la formation des cristaux d'eau gelée en dépit du fait que cette idée, que les mots et les pensées ont le pouvoir de transformer l'eau et d'autres substances, rappelle certainement, de près ou de loin, la religion ou la philosophie. Tandis que certaines eaux produisaient des cristaux grandioses, comme s'ils voulaient symboliser toute la beauté du monde, les cristaux provenant d'autres eaux se montraient déformés, voire inexistants, comme pour nous livrer un message sur les sombres recoins dormant nos âmes. Lorsque je donne des conférences, j'utilise des diapositives pour montrer mes photos de cristaux. Les réactions à ces diapos sont plutôt variées. J'entends souvent des exclamations de surprise et il arrive même que j'aperçoive des gens verser des larmes. Je découvrais qu'une simple goutte d'eau pouvait, en propageant des ondes, avoir plusieurs effets sur un même individu. Manuela Kim, la personne qui fut la première à m'inviter en Suisse pour y donner une conférence, exprima ainsi les sentiments avec lesquels elle réagit en découvrant les photos. Nous pouvons contempler les merveilleuses photos des cristaux d'eau et de nos propres yeux, ce qui entraîne dans notre conscience un rapide bond en avant. Cet éveil de la conscience se produit presque instantanément. Le fait de pouvoir de nos propres yeux distinguer des choses que nous avions imaginées et pressenties accélère ce changement. Un autre participant suisse fait écho. Je pourrais voir à travers les photos comment l'énergie de notre conscience et de nos mots a la capacité de transformer les choses que nous pouvons réellement voir de nos yeux. C'est la première et la seule fois où cette énergie insaisissable peut être rendue visible. On ne croit pas ce que l'on voit, mais les cristaux de glace nous montrent tout. Il n'est plus question de croire ou de ne pas croire. Tout le monde, en reprenant cette méthode, peut mener ses propres expériences et se trouver ses propres preuves. Et un lecteur japonais m'a écrit « L'eau n'est pas une simple substance parmi d'autres, elle est la force vitale de la majestueuse nature. » Cela m'a fait, une fois de plus, réaliser la mystérieuse capacité que l'eau possède de nettoyer et de donner vie à l'ensemble du vivant. Je peux voir que l'âme, les sentiments et les vibrations ont un effet sur la formation des cristaux, et à travers cela, je peux sentir l'importance de l'âme et des mots. Cette information est extrêmement belle, et l'impression que l'on en retire est sans égale. Il est manifeste que les cristaux de glace sont reliés à l'âme humaine de façon proche et permanente. Si je me demande la raison pour laquelle ces cristaux ont parlé à tant de monde, je sais que c'est parce qu'ils renferment la clé des mystères de l'univers. Et cette clé peut ouvrir la conscience requise pour comprendre l'ordre exact de l'univers, ainsi que notre rôle à l'intérieur de lui. L'eau est le miroir de l'âme. Elle a de multiples visages formés par son adaptation à la conscience des êtres humains. Qu'est-ce qui donne à l'eau sa capacité de réfléchir ce qui se trouve à l'intérieur de l'âme des gens? Dans le but de répondre à cette question, il me faut tout d'abord m'assurer que vous intégriez ce fait. L'existence est vibration. L'univers entier est en état vibratoire et chaque chose génère sa propre fréquence, laquelle est unique. La globalité de ce que j'ai à dire dans ce livre est basée sur ce seul fait. Mes années de recherche sur l'eau m'ont enseigné que là réside le principe fondamental de l'univers. On peut l'exprimer juste par ces 3 mots, mais pour des gens qui ne les ont jamais entendus, ce sont des mots très difficiles à comprendre. Vous allez vous demander, l'existence est vibration? Même cette table, cette chaise, mon corps? Comment tout ce que l'on peut voir et toucher peut-il n'être que vibration? Il est en effet difficile de croire que des choses que vous pouvez saisir de vos mains et observer, des choses comme du bois, des pierres, des objets concrets, sont toutes le reflet d'un état vibratoire.
Mais à l'heure actuelle, les mécanismes de la physique quantique admettent que la substance n'est rien de plus que des vibrations. Lorsque nous divisons quelque chose en ses éléments les plus petits, nous pénétrons chaque fois en un monde étrange dans lequel tout ce qui existe l'est sous forme de particules et d'ondes. Imaginez qu'il vous soit possible de réduire votre corps à une taille microscopique et que vous partiez en exploration à la découverte des secrets de cet univers qui se nomme vous. Vous verriez rapidement que chaque chose ne consiste en rien d'autre que des atomes, chaque atome étant un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le nombre et la forme de ces électrons et leurs orbites donnent à chaque substance un jeu spécifique des fréquences vibratoires. Vous découvririez que, quelle que soit la substance, il n'existe rien de solide. À la place, il n'y a qu'un noyau entouré d'une onde qui tourne indéfiniment autour de lui. Toute chose est en mouvement et en vibration perpétuelle, à l'intérieur et au dehors, tournant à une vitesse de rotation indescriptible. Selon le Anya Shingyo, le sutra bouddhiste de la sagesse et du cœur, ce qui peut être vu n'a pas de forme, et ce qui ne peut être vu a une forme. Il nous est désormais possible de confirmer que cette étrange contradiction, prononcée il y a des siècles par le Bouddha, est une vérité qui a été prouvée par la science contemporaine. Nos yeux peuvent voir des objets, mais ils ne peuvent voir les vibrations. J'aimerais cependant que vous vous interrogiez vous-même pour vérifier si vous n'avez jamais vécu une expérience analogue à celle-ci. Vous êtes dans une pièce en train de bavarder avec quelqu'un et l'atmosphère est chaleureuse, amicale, fluide. Puis, une autre personne entre dans la pièce. À peine a-t-elle ouvert la porte, vous notez un changement dans l'air. Et aussitôt, au lieu de l'ambiance chaleureuse qui emplissait la pièce, l'espace est alourdi d'une humeur sombre et froide. Vous dévisagez le nouvel arrivant et découvrez une expression hagarde, des épaules voûtées, quelqu'un qui a l'air tout simplement fatigué de vivre. Quelle pourrait être la cause de cette douleur? Peut-être un cœur brisé, un malentendu au travail, ou juste un dégoût général de la vie. Je vous laisse le choix de la réponse. Ce à quoi je voudrais que vous réfléchissiez, c'est ce qui a transformé l'ambiance de la pièce dès l'instant où la porte s'est ouverte. Les êtres humains sont eux aussi faits de vibrations, et chaque individu vibre à sa propre fréquence. Chacun d'entre nous a des outils de perception suffisamment aiguisés pour ressentir les vibrations des autres. Celui qui éprouve une grande tristesse va émettre une fréquence triste, et celui qui est toujours joyeux et mène une vie bien remplie émettra la fréquence correspondante. Celui qui aime les autres enverra une fréquence d'amour, mais celui qui commet des actes malveillants viendra une fréquence sombre et maléfique. Ce principe s'applique également aux objets et aux lieux. Il y a, par exemple, des lieux où il arrive toujours des accidents, des lieux où les commerces sont toujours florissants et d'autres qui génèrent du bonheur. Et il se peut que vous ayez entendu parler de tel bijou qui a entraîné des tragédies pour tous ceux qui l'ont successivement porté. Cela s'applique non seulement aux objets matériels, mais également aux divers phénomènes qui existent de par le monde, et émettent aussi leur propre fréquence spécifique. Un changement dans l'énergie de l'atmosphère se traduira par des orages et des tempêtes. Une trop grande intensité d'énergie provoquera des désastres naturels. Mais nous devons prendre conscience que ce ne sont pas à proprement parler des événements mauvais. Si nous acceptions de prendre en considération l'énorme masse d'énergie négative qui est alors dispersée, nous pourrions réellement nous mettre à apprécier orages et tempêtes. Pour illustrer notre propos sous un angle différent, réfléchissez combien les gens du monde entier aiment se réunir pour fêter et célébrer quelque événement. Lorsque les gens se rassemblent, s'habillant de façon spéciale, chantant et dansant dans une ambiance de réjouissance, la conséquence est que les vibrations mauvaises et stagnantes se dissipent,
remplacées par des vibrations d'allégresse. Toutes les choses vibrent, et elles vibrent à leur propre fréquence. Si vous saisissez cela, vous élargirez de façon décisive votre compréhension de l'univers. Grâce à cette compréhension, vos yeux s'ouvriront à des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant, des choses que vous aviez jusqu'ici refoulées tout au fond de votre conscience. Et ces découvertes et ces sentiments donneront une nouvelle vie à votre âme. Le fait que toute chose est en état vibratoire signifie aussi que toute chose crée un son. Cela ne veut pas dire que nous puissions entendre chacun de ces sons, bien qu'il existe certaines personnes qui, apparemment, entendent la voix des arbres et peuvent entrer en communication avec le monde végétal. Que nous ayons ou non la capacité d'en percevoir les sons, nous pouvons dire en tout cas que la fréquence spécifique de chaque objet peut être interprétée comme un son. On dit que l'oreille humaine est en moyenne capable d'entendre les fréquences situées entre approximativement 15 Hz et 20 000 Hz. Hertz indique le nombre de cycles de la forme de l'onde par seconde. En fait, c'est une bonne chose que nos oreilles aient de telles limites, sinon il nous serait probablement impossible de dormir la nuit. Le monde naturel est vraiment très bien construit. Il y a un équilibre entre chaque chose. Et puisque les sons ont été créés, il se trouve un auditeur passé au rang de maître pour les recevoir, qui est l'eau. Permettez-moi de vous demander de vous poser la question suivante. Pour quelle raison la formation des cristaux serait-elle affectée par la musique ? Et pour quelle raison des résultats différents seraient-ils atteints selon les mots écrits ou parlés auxquels l'eau aura été exposée ? La réponse se trouve à nouveau dans le fait que tout est vibration. L'eau, si sensible aux fréquences particulières émises à travers le monde, joue essentiellement et de manière efficace le rôle de miroir du monde extérieur. La musique et les paroles sont vibrations. Elles sont aisément compréhensibles et interprétables par à peu près tout le monde. Des sons tels que le chant récité par une voix humaine lors de funérailles bouddhistes créent une fréquence guérisseuse. Par contre, comment interpréter le phénomène que représente la formation d'un cristal résultant de la réaction de l'eau à des mots écrits sur une feuille de papier ? En fait, les mots écrits, eux aussi, émettent une vibration spéciale que l'eau est capable de percevoir. L'eau reflète fidèlement toutes les vibrations qui se créent dans le monde et transforme ces vibrations en une forme qui peut être vue par l'œil humain. Lorsque l'on montre à l'eau un mot écrit, elle le reçoit en tant que vibration et exprime le message en une forme spécifique. On peut considérer les lettres comme un code visuel pour exprimer les mots. Mais alors, dans leur essence, que sont les mots ? Dans l'Ancien Testament, il est déclaré « Au commencement était le Verbe ». Ceci voudrait dire qu'avant la création de l'univers, déjà existait le Verbe. Mon interprétation est que c'est le Verbe qui créa l'être humain et que l'être humain ensuite a pris de la nature les différents mots. Dans les temps primitifs, lorsque les gens vivaient au sein de la nature, ils avaient besoin de se protéger eux-mêmes et étaient donc particulièrement sensibles aux fréquences et aux sons produits par la nature, afin de détecter les dangers avant que ceux-ci ne puissent se jeter sur eux. Le son du vent qui souffle, le son de l'eau qui ruisselle, celui des pas d'un animal se déplaçant dans l'herbe, la possibilité d'interpréter ces sons et de les transmettre à d'autres par l'intermédiaire de la voix, était indispensable pour survivre. Il semblerait que ces premières ébauches de langage étaient de simples messages comportant une petite quantité de mots et qu'avec le développement de la culture et l'accumulation des expériences, notre vocabulaire s'est étendu peu à peu. Pourquoi alors les langues que parlent les différents peuples sont-elles si variées ? Il est relativement facile de le comprendre si l'on considère que le langage dérive des vibrations de l'environnement naturel. Ce dernier varie en grande proportion selon la localisation, et chaque environnement
va créer des vibrations différentes. Le temps instable du climat européen et les îles humides de l'Asie déterminent différentes vibrations venant de la nature. Au Japon, nous avons 4 saisons bien distinctes, ce qui se reflète dans la langue japonaise par un beau et riche vocabulaire de mots liés au temps qu'il fait. L'eau, exposée au mot merci, donnait de beaux cristaux aux formes géométriques régulières, peu importe la langue utilisée. Tandis que l'eau exposée au mot idiot, ainsi qu'à d'autres termes dégradants, donnait des cristaux manifestement brisés et déformés. Selon la Bible, avant la tour de Babel, tous les peuples parlaient la même langue. C'est peut-être une façon de nous dire que, même si les lieux et leur environnement naturel diffèrent, les principes fondamentaux de la nature restent identiques. Nous pouvons présumer que, lorsqu'un cristal complètement géométrique se forme, l'eau est en alignement avec la nature et avec le phénomène que nous appelons vie. Les cristaux ne se forment pas dans l'eau qui a été polluée par les conséquences de notre oubli des lois de la nature. Lorsque nous avons essayé de faire des photos de cristaux à partir de l'eau du robinet de Tokyo, les résultats furent pitoyables. La raison en est que l'eau est assainie au chlore, ce qui détruit la capacité innée de l'eau à former des cristaux. Au moment où l'eau gèle, les particules de l'eau se soudent ensemble pour former le noyau d'un cristal. Et quand le noyau peut avoir les conditions stables pour se développer en une forme hexagonale, un cristal d'eau apparaît bien visible. Mais si une information contradictoire à la nature est présente, il se formera un cristal incomplet. Les mots gratitude et amour constituent les principes fondamentaux des lois de la nature et du phénomène de la vie. C'est pourquoi l'eau est nécessaire sous sa forme naturelle pour créer la forme hexagonale complète. Au contraire, des mots tels que espèce d'idiot n'ont pas de correspondance dans la nature et sont plutôt des éléments antinaturels fabriqués par les gens. Les termes insultants, blessants et qui tournent en ridicule sont le produit de la culture créée par l'homme. Il semblerait que seules les vibrations d'amour et de gratitude existent au sein de la nature, et l'observation de la nature prouve que cela est vrai. Arbres et plantes manifestent le respect qu'ils se portent les uns aux autres par leur façon de vivre en harmonie. Cela s'applique aussi au règne animal. Les lions eux-mêmes ne tuent que lorsqu'ils ont faim et jamais à l'aveuglette. Les plantes qui croissent à l'ombre des arbres ne se plaignent jamais, et les animaux n'essaient pas de prendre plus de nourriture qu'ils en ont besoin. Dans un article du numéro de mars-avril 1989 de la revue scientifique américaine 21 Century Science and Technology, Science et technologie au XXIe siècle, Warren J. Hammerman écrit que la matière organique qui compose l'être humain produit une fréquence pouvant être représentée par le son approximativement 42 octaves plus haut que notre Do de base, celui qui est au centre du clavier de piano. Le Do standard actuel étant approximativement de 262 Hz. Cela indique que le son dont parle l'article atteint grosso modo 570 trillions de Hertz. Comme un Hertz veut dire nombre de vibrations par seconde, ceci indique que l'être humain vibre 570 trillions de fois par seconde, un nombre qui dépasse l'imagination et signale un potentiel caché vertigineux et fantastique. Il est difficile de concevoir 42 octaves, mais essayez juste de réaliser que la fréquence de l'être humain est immensément diverse et sans comparaison avec aucune autre. L'homme possède un univers à l'intérieur de lui, plein de fréquences imbriquées les unes dans les autres, et le résultat est une symphonie aux proportions cosmiques. Lorsque je discute avec les gens à propos de vibrations et de fréquences, je me sers de ce que j'aime appeler la théorie do ré mi fa sol la si. Cette théorie toute simple signifie juste que la fréquence de chaque chose dans le cosmos peut se résumer en 7 points. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. L'univers consiste en une quantité innombrable de phénomènes qui vont de la plus basse à la plus haute fréquence.
Pour simplifier, essayons d'imaginer différentes clés alignées dans l'ordre sur un clavier de piano, commençant par le son le plus bas. Si vous n'appuyez que sur les touches blanches, vous frapperez les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Si vous vous déplacez sur le clavier à l'octave supérieure, au Do suivant, la fréquence double. En d'autres termes, le redoublement des fréquences divisé en 7 points est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. La répétition de ces 7 sons exprime donc la totalité des sons du plus bas au plus aigu. Maintenant, quel éclaircissement nous apporte le fait de considérer les fréquences comme des sons ? L'aspect essentiel que cela nous révèle est celui de résonance. Les sons de même fréquence résonnent ensemble. Nous pouvons en avoir l'illustration avec l'emploi d'un diapason, cet outil en forme de Y, qui sert à accorder le ton d'un instrument ou d'une voix. Si l'on frappe un diapason avec un marteau en caoutchouc, créant un son de La, et qu'un chanteur répond par un La, le diapason et la voix créent une onde sonore qui n'a qu'une seule fréquence. C'est ce que l'on appelle la résonance. Lorsqu'une fréquence est créée d'un côté et que l'autre côté répond par le même son, ils entrent en résonance. On dit que les semblables s'attirent. Il semblerait donc que les vibrations s'attirent et interagissent les unes avec les autres. En observant attentivement, on s'apercevra que ce même phénomène se passe tout autour de nous. Un chien qui marche dans la rue pourra ne pas faire attention aux autres animaux qu'il dépasse, mais sera très sensible aux chiens qui passent sur le trottoir opposé. Les chiens se mettent souvent à hurler en entendant le son d'une sirène, et cela pourrait bien être une sorte de résonance. Et l'on observe ceci au niveau des relations humaines. Des gens qui produisent des fréquences similaires sont attirés les uns envers les autres, engendrant de l'amitié. Certaines personnes demeurent sans éprouver d'intérêt l'une pour l'autre, tout en étant très proches physiquement. Par contre, si quelqu'un que vous n'aimez pas s'approche de vous et que vous réagissez, cela signifie aussi que vous êtes d'une façon ou d'une autre en résonance avec lui. Dans les arts martiaux japonais, le plus grand secret est de gagner sans combattre. Pour l'essentiel, cela signifie d'éviter d'entrer en résonance avec l'ennemi. Se battre et gagner implique d'être en résonance avec l'ennemi, ce qui est à un niveau relationnel particulièrement bas. Lorsque les fréquences sont fondamentalement incompatibles, elles ne peuvent pas résonner. Nous ne pouvons accepter ce qui est fondamentalement différent de nous. Cependant, il est intéressant de noter qu'une résonance peut être provoquée même lorsque les fréquences ne sont pas identiques. Ce qui arrive par exemple quand la fréquence est redoublée. Jouer une clé de La sur le piano à 440 Hz et une clé de La une octave plus bas à 220 Hz va créer un son à la résonance agréable. De même que répondre à un diapason par un son une octave plus bas crée également une belle résonance. Lorsque la différence de fréquence est multipliée par 2, par 4, par 8 et ainsi de suite, ou divisée par 2, par 4 et ainsi de suite, le résultat est la résonance. Le principe de cette relation s'étend à l'infini. Peu importe l'intervalle entre les fréquences, la résonance apparaîtra si l'un des deux nombres est un multiple de l'autre. On peut également dire que pour chaque son à chaque niveau, existe un son qui résonne à chaque autre niveau. Si vous y réfléchissez, certains sont attirés par le Christ, le Bouddha et d'autres êtres qui émettent un haut niveau de vibration, mais nous nous trouvons également attirés par des truands aux vibrations de bas niveau, comme Bonnie and Clyde. Ceci peut paraître de l'inconséquence, mais peut être expliqué par le fait que les gens résonnent entre eux à des niveaux différents. Cette dichotomie est sans doute un aspect naturel de la vie. Nous pouvons tenter d'approfondir notre compréhension dans ce domaine en réfléchissant à l'interprétation d'un point de vue vibratoire du phénomène que représentent deux individus tombant amoureux l'un de l'autre. L'amour est un genre de résonance. Si, par exemple, votre seuil de fréquence est 10, vous vous mettrez à résonner avec ceux de même niveau, peut-être avec quelqu'un qui a un niveau légèrement supérieur, disons 12. Lorsque les gens résonnent et tombent amoureux,
ils atteignent le seuil le plus élevé de leur capacité. Prenons une personne qui a un seuil de 10 mais qui n'a jusque-là utilisé que 5 parts de sa capacité. Si elle tombe amoureuse de quelqu'un qui vit selon un seuil de 12, il ou elle fera naturellement usage du seuil de niveau 10 et montrera une augmentation de fréquence. Lorsque vous êtes amoureux, vous augmentez vos performances au travail. Et le travail que vous effectuez, et souvent votre environnement aussi, pourra bien changer sans même que vous vous en rendiez compte. Les gens qui continuent à produire un excellent travail même en prenant de l'âge sont presque à coup sûr amoureux. Cet amour, bien entendu, ne se limite pas à l'amour romantique. Il peut aussi bien inclure un respect plein d'amour et de l'intérêt envers les autres. L'amour a pour effet d'élever notre niveau de fréquence et de nous rendre plus brillants. Ne serait-ce pas merveilleux si l'on pouvait rester amoureux nos vies durant ? La plupart des choses de la nature émettent des fréquences stables. Chaque hirondelle fera en principe le même son, bien que les hirondelles elles-mêmes puissent distinguer de légères différences. Et les sons produits par les chiens et les chats ne présentent pas de grandes nuances. Au contraire, l'être humain est capable d'utiliser à fond toute l'échelle des do, ré, mi, fa, sol, la et si pour créer de magnifiques mélodies. N'êtes-vous pas d'accord que cela représente une merveilleuse capacité ? Les humains sont les seules créatures à avoir la capacité de raisonner avec toutes les autres créatures et phénomènes de la nature. Nous pouvons parler avec tout ce qui existe dans l'univers. Nous pouvons donner de l'énergie et aussi en recevoir en retour. Cette capacité, cependant, est une épée à double tranchant. Les gens, lorsqu'ils agissent pour des motifs purement égoïstes, émettent une énergie qui va être destinée à détruire l'harmonie dans la nature. La pollution de notre terre résulte d'un appétit insatiable de confort et de la concrétisation de nos cupidités initiées par la révolution industrielle. Cela a mené à notre style de vie de consommation de masse qui menace plus que sérieusement l'environnement dans sa globalité. Nous voici embarqués pour un nouveau millénaire, une époque de l'histoire où nous devons drastiquement changer notre façon de penser. Seul l'être humain peut entrer en résonance avec le reste du monde, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel que nous changions notre façon de penser, afin de vivre en harmonie avec la nature et stopper notre destruction de la planète. Le genre de vibration que nous offrons à la Terre et le genre de planète que nous voulons créer dépendent de chacun d'entre nous, pris individuellement. Comment allez-vous choisir de vivre votre vie ? Si vous emplissez votre cœur d'amour et de gratitude, vous vous retrouverez environné de tout ce qu'il vous est possible d'aimer et de tout ce qui pourra provoquer votre gratitude. Vous serez alors capable de progresser vers la satisfaction d'une vie pleine de bonheur et de santé telle que vous la recherchez. Mais que se passera-t-il si les signaux que vous émettez sont ceux de la haine, de la déception et de la tristesse ? Il est alors probable que vous vous retrouviez dans une situation qui vous rendra plein de haine, frustré et triste. La vie qui est la vôtre et le monde dans lequel vous vivez ne dépendent que de vous.